Certains invités gagnent à être connus et c'est le cas de mon invité d'aujourd'hui. Président du conseil de surveillance de Bayard, président de Valpré et également officier de réserve dans la marine. Il est père de 7 enfants, catholique pratiquant et nous allons apprendre à découvrir Guylain Lafont tout au long de cette émission. Guylain, bonjour. Bonjour. Je ne savais pas trop bien par quoi commencer. On va évoquer tous ces aspects-là. La marine, très important, la marine. On va peut-être commencer par les entretiens de Valpré, président de Valpré. Les gens, d'ailleurs, ne savent pas forcément ce que c'est Valpré. Valpré, il faut aller à Lyon, dans la banlieue lyonnaise, et Cully. Le centre de Valpré est tenu par des pères assomptionnistes. C'est un très beau lieu de séminaire. Et les entretiens de Valpré, c'est tout simplement le bébé de Guylain Lafont. Alors c'est le bébé des assomptionnistes d'abord quand même, parce que sans eux, ça n'a pas de sens. Les assomptionnistes sont propriétaires de ce lieu depuis maintenant des années 40. Ils l'ont acheté à la famille de M. Perben, le maire de Lyon, qui vient d'ailleurs faire des petits pèlerinages, puisqu'il a été élevé dans la partie qu'on appelle le château. Et en fait, cette maison était un séminaire. Et puis, au fil du temps, ce séminaire a eu moins de recrues. C'était également un lieu de formation. Et dans les années 95, les pères assomptionnistes ont fait beaucoup de travaux pour rendre cette maison très moderne, pour en faire un centre d'accueil pour les entreprises. Et en l'an 2000, ils m'ont appelé pour faire en sorte que ce centre gagne un peu plus d'argent, ou plus exactement en perde un peu moins. Et gagne aussi en autorité. Alors attendez, vous faisiez quoi en l'an 2000? Vous étiez à quel poste? Vous êtes passé, vous avez toute une carrière, à un moment DRH de Bayard, à un moment, bon, là, il y a eu tout un tas de choses, vous êtes occupé de prions en église. Alors vous occupiez de quoi à l'époque? Alors, moi j'étais DRH de Bayard Presse. C'était l'époque DRH. Voilà, DRH, et donc j'ai quitté la maison Bayard le 14 novembre de l'an 2000 pour arriver le 15 novembre chez les bons pères assomptionnistes. Donc j'ai quitté un moment où c'était de la négociation avec les partenaires sociaux, les comités d'entreprise, la signature de l'accord des 35 heures, pour me retrouver dans un couloir ou à peu près vide, où j'allais donc aider le père économe à gérer les finances de la province de France des assomptionnistes, propriétaires de Bayard Presse. Et alors, c'est le début d'une grande aventure, parce que ça, c'était, si vous avez bien calculé, c'était il y a 10 ans, enfin, 2000, on est en 2011, voilà. C'est le 10e anniversaire cette année des entretiens de Valpré, qui auront lieu le 4 octobre, je le dis si je ne l'ai pas encore dit. Est-ce qu'on peut définir un peu l'ADN des entretiens de Valpré? Parce que finalement, on n'a pas encore expliqué ce qu'était cet événement. Alors en fait, bon, moi, on vit de rêve. Moi, je vis de rêve. Sinon, si on arrête ses rêves, on est fichu. Donc quand j'étais DRH de Bayard, j'avais vraiment le rêve de créer les entretiens de Bayard. C'est-à-dire un peu sur le mode des entretiens de Bichat, où chaque année, en fait, la maison Bayard se serait ouverte, elle est déjà ouverte suffisamment tous les jours, mais par un moment donné où les gens seraient rentrés pour parler des grands thèmes de société qui nous animent tous. Bon. Donc une journée où on se pose, on s'arrête, on pose son sac, et puis on débat des grands sujets. Bon, et puis voilà, le temps passe, c'est compliqué, Bayard est une maison qui est une maison importante, on ne décrète pas les choses comme ça, et quand je suis arrivé à Valpré, avec le directeur que nous avons recruté à l'époque, les pères assomptionnistes, on s'est réunis tous ensemble en disant qu'est-ce qu'on fait pour faire sortir Valpré d'un endroit qui est suffisamment mal connu. Eh bien voilà, on a partagé les uns avec les autres. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais il y a le cardinal Barbarin qui arrive à Lyon, c'était il y a 10 ans. Chacun a apporté son point de vue. Et moi j'ai dit, mais voilà, entretien de Valpré, le directeur aussi a dit, bah oui, c'est une bonne idée, un père assomptionniste, bah on va essayer. Et puis voilà, c'était la rencontre entre finalement un homme d'église, des chefs d'entreprise, des patrons, mais l'objectif étant de leur distiller des éléments concrets de la doctrine sociale de l'Église, qui fait peur, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas. Donc l'idée, c'était de dire, ben voilà, venez à Valpré, découvrez Valpré. Derrière, il y avait aussi un souci commercial normal, c'est de dire, ben venez, vous verrez, et revenez en séminaire. Mais pendant le temps où vous êtes là, on va essayer de vous faire réfléchir et de vous faire, au fond, réfléchir sur vous-même, le sens que vous donnez à votre vie. Donc, on a un écrin, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire ces beaux bâtiments avec ce parc, avec des arbres centenaires magnifiques. Ça, c'est l'écrin. Il fallait remplir cet écrin. Aujourd'hui, c'est bien rempli en disant on a donc des chefs d'entreprise, des décideurs politiques qui sont là. On a toujours tout un tas de gens qui viennent réfléchir sur un thème qui est donné. Chaque année, il y a eu le juste salaire, il y a eu le parler vrai, il y a eu l'autorité. La fragilité. La fragilité. La performance. Quel beau thème. La performance. L'autorité, l'obéissance. Voilà, donc il y a eu tout un tas de thèmes. Et puis toujours, alors vous le dites, la présence du cardinal Barbarin qui est là comme un repère et qui... Si vous saviez, messieurs, dames, à quoi ressemble l'emploi du temps du cardinal Barbarin, ça fait peur. Mais comme un repère, tous les débuts d'octobre, il est là et les gens viennent aussi
pour cet homme d'Église qui va bien sûr dispenser, comme vous dites, la parole de l'Église par rapport au thème donné, mais qui vient aussi donner du barbarin, quoi, avec la forme barbarin. Alors, il y a 2 raisons, en fait, je pense, à sa fidélité. La première, c'est qu'il aime bien la congrégation des Assomptionnistes. Il est très ami avec le général des Assomptionnistes actuellement, qui est le père Benoît Grière. Ils ont été à Madagascar ensemble. Et ça, pour eux, enfin, entre eux, c'est très fort. Donc, sachant que Monseigneur Barbarin, si je ne m'abuse, a été à Madagascar. Voilà, c'est ça. Donc, ils y ont été ensemble. Voilà. Je crois qu'ils ont donné des cours comme prêtres. Enfin. Et la deuxième raison, c'est que pour le cardinal Barbarin, la plateforme de Valpré, c'est sa plateforme pour une sorte d'apostolat des entreprises. Il doit avoir une plateforme, multiplateforme à Lyon, il y a le secteur de la santé, il y a les fonctionnaires, il y a l'éducation, etc. Là, à Valpré, il s'adresse aux cadres et à toute personne qui travaille dans les entreprises. Et donc, il estime que ça, c'est vraiment un enjeu pour lui essentiel, et c'est son rôle d'être là. Comme pasteur, comme prêtre, comme archevêque, là, il leur parle. Et il reçoit beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il écoute énormément les problématiques des gens. C'est pas du tout, je dispense la parole, c'est aussi je bois. Il fait le buvard. Il est très impressionnant à voir d'ailleurs. Souvent, il ferme les yeux aux entretiens. Et on sent qu'il écoute. Moi, je pense aussi qu'il prie beaucoup pendant les entretiens, mais on sent qu'il écoute parce qu'il considère qu'il reçoit. Parce que pour lui, c'est très important de bien comprendre le fonctionnement de ces gens qui sont pressurisés, stressés, etc. Alors, évidemment, il vient tous les ans depuis 10 ans. Alors, chaque année, on se dit, oh là là, pourvu qu'il revienne l'année prochaine. Mais déjà, il revient en 2012. 2 octobre 2012. Alors, ce qui caractérise notamment les entretiens de Valpré, quand on interroge comme ça un peu les gens disent c'est chaleureux, c'est une journée de réflexion. Et c'est la rencontre, parce que voilà, il y a des moments de pause, quand même. Il y a pas toujours il y a des conférences, il y a des déjeuners débats, bien sûr, mais c'est un moment de rencontre. Il y a ce très beau parc, on peut aller se promener si on veut. Voilà, c'est le temps. Je cherchais ce qui différenciait les entretiens de Valpré de tout un tas d'autres événements, université d'été à droite, d'autres entretiens, d'autres colloques. C'est peut-être le temps de la rencontre, et bien sûr Barbarin, le cardinal Barbarin, on l'a dit. Alors c'est le temps de la rencontre, mais je pense que c'est au-delà, c'est de la bienveillance, c'est la courtoisie. C'est l'écoute de l'autre. C'est la parole libre aussi. C'est la parole libre. Moi, je suis très, très touché parce que, vous allez le dire souvent, mais on a un partenariat avec le Collège des Bernardins cette année sur le 10e anniversaire. Et nous avons eu dans le blog des Bernardins un prêtre des Bernardins qui est le père Antoine Guggenheim et qui a dit « Les entretiens de Valpré, ce sont les entretiens de la liberté ». Je ne l'avais pas dit, hein. Bon, mais pour moi, je suis très touché, et on est tous touchés, parce que c'est un endroit où on peut tout se dire dans la bienveillance. J'ai animé pendant des années des ateliers, et il y a nombre de gens qui portent en eux des misères, des drames, professionnels bien sûr. Et le fait de voir quelqu'un qui, grâce à l'ambiance d'accueil du groupe, lui permet de dire ce qu'il porte au fond de lui, c'est superbe, ça va, c'est suffisant pour moi. Moi, je suis comblé quand je vois ça. Alors, encore quelques mots sur les entretiens. Je vais juste relever quelque chose que vous avez dit, qui n'est peut-être pas évident pour nos téléspectateurs, c'est que vous avez parlé d'ateliers, parce qu'en fait, il faut expliquer qu'il y a des conférences, on va dire, générales, mais que dans l'après-midi, et ça, c'est énormément apprécié par tous les gens qui y vont, il y a des ateliers, donc on va trouver quoi, entre 20 et 25 personnes par atelier, il y a 2 animateurs, sur une sorte de sous-thème par rapport au thème général. Si on prend le thème de cette année pour fêter les 10 ans, un terme qui claque, c'est entreprendre, on rêve ou quoi. Et dans les ateliers, il y aura quoi? Entreprendre... Entreprendre à 20 ans, entreprendre des finances, entreprendre des éducations, entreprendre des arts. Enfin, on décline sur 10 ateliers tout ce qui tourne autour de entreprendre et surtout oser entreprendre, c'est-à-dire rêver. Alors, ce qui est assez frustrant, c'est qu'on est obligé de s'inscrire à un atelier, mais c'est bien, il faut qu'il y ait des frustrations aussi. On est obligé de s'inscrire à un atelier et pas à un autre. Donc voilà, mais là, vraiment, les gens, chacun peut s'exprimer. Ce n'est pas comme telle université d'été où les gens ne font que recevoir et finalement n'apportent pas d'eux-mêmes. Ça, c'est l'évolution aussi au fur et à mesure du temps. Parce qu'on a fait 10 ans. Moi, j'étais 10 ans dans la grande distribution. Dans la grande distribution, il faut des anniversaires. Donc, au bout de 5 ans, on s'est dit, 5e anniversaire, on change de braquet. Donc, on a fait un déjeuner-débat, parce qu'on partait avant d'un seul débat le soir. Il y avait le cardinal Barbarin avec un ou 2 patrons qui, en fait, débattaient devant un groupe. Et on s'est dit, il faut faire plus. Parce que plus vous demandez aux gens plus ils vous donnent plus. Moins vous demandez, moins ils vous donnent. Et plus vous leur donnez, plus vous recevez. Donc, on a fait un déjeuner-débat, une conférence inaugurale, des ateliers, et puis on fait chauffer cette ambiance pour accueillir le cardinal. Voilà. Pour la plénière. Pour la plénière. Et on s'est rendu compte, nous nous sommes rendus compte,
Et c'était à l'époque, rappelez-vous, il y a 10 ans, c'était le système d'Internet. Aujourd'hui, tout le monde a des bidules dans les oreilles, on écoute des smartphones, etc. De plus en plus, les gens ont besoin de se parler. On ne se parle plus, on n'échange plus, on ne se regarde plus. Hein, on se parle par smartphone, on se parle par Skype. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont besoin d'échanger et de s'asseoir les uns à côté des autres. Non pas côte, à côté des autres et en face les uns des autres. Et ce qu'on dit à l'animateur d'atelier sur le thème entreprendre et art ou entreprendre et finance, c'est ne racontez pas votre histoire, mais faites se raconter les gens pour qu'ils repartent plus forts à la fin de la journée, pour réaffronter le lendemain la vie quotidienne avec ses joies, ses grandeurs, ses bassesses et ses petitesses. Et ils ne sont pas seuls, et puis quelque part pour les chrétiens, ben voilà, c'est une manifestation organisée par l'Église catholique, mais qui accueille également des non-chrétiens. Donc c'est aussi une forme de témoignage. Et moi j'ai animé une fois un atelier, il y avait des patrons musulmans. C'était formidable. Mais c'était la règle, c'était bienveillance, courtoisie, écoute de l'autre. On a besoin de ça aujourd'hui. Mais voilà, il faut quand même dire, il y a peut-être une chose qui nous paraît évident à nous, mais qu'on n'a pas dit, c'est que évidemment, ce n'est pas parce que c'est chez les pères assomptionnistes que c'est réservé aux cathos. Non. Loin de là. Surtout pas. Loin de là. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Alors, on va apprendre aussi à mieux vous connaître, parce que quand on lance un projet comme ça, hyper risqué, il faut quand même le dire, il y a 10 ans, il fallait vraiment y croire. Aujourd'hui, ça paraît évident, parce que ça a 10 ans, ça y est, ça roule, etc. Non, ça ne roule pas du tout, c'est très compliqué. Mais si, ça roule, il y a du monde, voilà, il faut quand même le dire. Faut savoir qu'il y a tout un parcours qui sous-tend ça. Il y a un homme, avec sa vie. Donc, on va apprendre à faire connaissance avec vous. Juste rapidement, j'ai dit que vous étiez président du conseil de surveillance de Bayard. Ça consiste en quoi, qu'on le sache? Et puis, après, on passe à la suite. Alors, Bayard Presse est détenu par les assomptionnistes depuis 1873. On connaît tous les titres de Bayard Presse. Voilà, de Okapi, Pomme d'Api, Jebouki, en passant par Notre Temps, La Croix, Pèlerin, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Pour moi, Bayard Presse est un miracle permanent. Hein. Les pères assomptionnistes ont créé cette entreprise en 1873, à la fin du pèlerinage qu'ils organisaient à Lourdes, où un père assomptionniste, voyant ses pèlerins un peu esselés de partir, a décidé de créer une feuille, un lien qui s'appelle Pèlerin. Qui est le titre historique, fondateur, 1873. Et les pères, aujourd'hui, sont toujours en fait aux commandes. Ils ont laissé aux laïcs la responsabilité opérationnelle. Et donc, il y a une structure juridique qui est une structure de gouvernance avec un directoire exécutif, opérationnel, qui fait tourner la machine tous les jours, et Dieu sait que c'est une machine complexe. Et puis, il y a un organisme au-dessus qui surveille. Alors, moi, je préfère dire surveillance, accompagnement, encouragement, sanction aussi, parce que dans toute organisation, il faut dire ce qui va ou ce qui ne va pas, mais tout ça est extrêmement subtil. C'est-à-dire que c'est un peu comme le cheval, hein. On tire sur les rênes, on lâche les rênes, etc. Mais vis-à-vis de l'actionnaire, le président du conseil de surveillance, il assure que l'entreprise est gérée conformément aux objectifs que l'actionnaire a fixés. Que ce soit des objectifs financiers, des objectifs de diffusion, des objectifs généraux de pénétration d'un certain nombre de journaux en France et dans le monde. Voilà. Et puis, dans un système de congrégation religieuse, vous n'êtes jamais seul. C'est un système très consensuel. Vous avez des assomptionnistes, vous avez d'autres dirigeants laïcs. Bon, et puis il en faut un qui est un peu celui qui représente vis-à-vis des tiers à l'extérieur. Voilà, ça fait 2 ans. Je suis très fier, mais vous voyez, pour moi, ma question, elle est très simple. Ce n'est pas uniquement sur un plan de job, c'est quoi ma mission comme laïc, comme professionnel, tant vis-à-vis des pères que vis-à-vis de l'Église. Au fond. Qu'est-ce qu'on me demande? Voilà. Et ce qui est extraordinaire avec les pères assomptionnistes, c'est qu'en général, vous n'avez pas de réponse. Ils ne vous donnent pas la réponse. C'est à vous de la trouver. Et c'est la confiance. S'ils vous confient cette mission, c'est qu'ils estiment que vous êtes cap. Après, à vous de jouer. Bon, et moi, c'est ce qui me fait vivre. C'est la confiance que j'ai avec eux depuis 10 ans. Et puis avant, 8 ans chez Bayard. Donc j'ai presque 20 ans de ma vie professionnelle qui est non pas donnée, puisque j'ai un rapport de salarié, je suis rémunéré, avec cette congrégation religieuse qui me connaît par cœur, que je connais bien, et qui fait confiance. Donc, Bayard, c'est pour moi aussi un endroit stratégique par rapport à l'Église de France et par rapport à la société d'aujourd'hui, surtout dans des périodes que nous connaissons, qui sont des périodes très compliquées. Et regardez la Croix aujourd'hui, le taux d'audience de la Croix est une audience qui est remarquable par rapport à d'autres journaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une constance, parce qu'il y a un recul, parce que, voilà.
Et ça, c'est quand même un miracle permanent. Alors, on a bien compris que le mot confiance était un des mots qui guidait votre vie, pas seulement la vie professionnelle. On va parler aussi de la vie privée. Pour appâter le chaland en introduction, j'ai parlé d'officier de réserve dans la marine. Alors moi, tout de suite, ça fait pop, des petites étoiles partout. On se dit, ah, la marine, mais alors il est marin, il met son uniforme et voilà, il part en mer, c'est ça? Ah ben, c'est une histoire d'enfant, ça. Moi, je rêvais d'être officier de marine depuis tout petit, parce que la mer, c'est l'exigence, la mer, c'est le mystère aussi. Hein. Quand vous êtes à bord d'un bateau, d'un bâtiment de la Marine nationale en pleine mer, voilà, même s'il fait très beau, même s'il fait très mauvais, vous êtes entouré d'eau à perte de vue. Bon, donc mais rien que ça, c'est... Depuis l'enfance, mais vous avez vécu à Paris, vous avez grandi à Paris. Oui. Il y a des marins dans la famille, enfin, c'est... Non. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui a eu un poste important dans la marine, mais c'est pas ça qui m'a motivé. Ce qui m'a motivé, c'est embarquer, partir loin et partir en équipage. Parce que c'est ça la devise de la Marine nationale, quelque part, c'est vous partez loin, vous êtes un combattant, donc vous partez pour vous entraîner, voire pour défendre votre pays, la Libye, etc., c'est bien ça. Et vous partez loin, parce qu'en général, vous partez 3 mois, et vous partez en équipage, c'est-à-dire vous ne partez pas seul. Bon, et moi, c'est ça qui me motivait. Puis il y a ce côté mystérieux, ce côté extraordinaire de... Vous partez avec d'autres. Alors certes, vous partez comme officier, donc comme officier supérieur, c'est vous qui, juste derrière le pacha, c'est vous qui gérez. Mais voilà. Et puis la vie fait que, voilà, moi je me suis fiancé très jeune, à 18 ans, et ma petite fiancée chérie, elle n'avait aucune envie d'épouser un officier de marine qui partirait tous les 3 mois. Et donc vous avez fait le sacrifice de cette envie de toujours. Ça a dû être difficile. Non, c'est pas un sacrifice, parce que mon amour a été plus fort. Donc pour moi, ce n'est pas un sacrifice, sauf que ça m'est resté au fond de moi, que lorsque j'avais 10 ans, j'allais rue Royale chercher des photographies de la Jeanne d'Arc, et je me disais, j'embarquerai sur ce bateau un jour. Rue Royale, dans le fameux bâtiment de la marine qui fait jaser en ce moment. Qui fait jaser et qui va bientôt fermer en 2014 ou en 2015. Et je me disais, un jour, j'embarquerai dessus. Et donc, une fois... L'amour étant plus fort, la question ne se posait même pas. Enfin, ce n'était pas un arbitrage. C'est impossible. C'était un jour... Un jour, j'y arriverai. Un jour, je serai officier sur un bateau. Voilà. Enfin, un jour, j'embarquerai sur la Jeanne, et un jour, je mènerai au bout mon rêve, c'est-à-dire que je serai effectivement à bord, et je vivrai loin, sauf que, bon, étant réserviste, vous n'allez pas loin, parce que vous ne pouvez pas y partir 3 mois tous les ans, mais surtout, je serai en équipage, et je pourrai mettre en application cette ligne de conduite qui est partir loin en équipage, et surtout, avoir la connaissance de comment fonctionne un bâtiment de la Marine nationale pour défendre son pays. Parce que c'est ça qui est intéressant. Là, il y a toute une vie professionnelle qui s'est déroulée. Oui, bien sûr. Une vie familiale, on reviendra dessus. Oui. Et à partir de quel moment ce rêve il a ressurgi, il a refait surface? Il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans en fait. Il y a 5 ans, j'ai fait quelque chose de passionnant qui est l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Parce que là aussi, c'était la même chose. Je voulais travailler sur des sujets de défense nationale avec des militaires. Vous savez que l'IHEDN, vous avez 3 catégories de personnes qui le font, des civils comme moi, des militaires et des hauts fonctionnaires. Et on mixe ces 3 populations dans des groupes de travail. Hein, on est en comité de travail. Et c'est passionnant de voir comment est câblé un militaire versus câblé un haut fonctionnaire versus un civil. Bon. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. On n'est pas câblé pareil du tout. Et on essaye de faire en sorte de faire quelque chose. Et on se donne les uns aux autres par rapport à notre propre conviction. Bon. Et puis voilà, j'ai fait ça, c'était à l'école militaire. À l'école militaire, je vois le bureau de l'amiral qui est chargé des réserves. Donc j'ai tapé à sa porte. Normal. Et donc je lui ai raconté ce que je vous raconte. Et à un moment donné, donc il m'a écouté, on s'est vu 2 fois, 3 fois, il a dû se dire, il est peut-être un peu givré quand même, mais bon, après tout, je le vois 1 fois, 2 fois, on s'est revu 4 fois. Et la 4e fois, je lui dis, mais de toute façon, on se voit, on sympathise, mais pour moi, c'est foutu, j'y arriverai jamais. Pourquoi? Et il m'a dit, mais pourquoi? Foutu, pourquoi? De rentrer dans la marine, parce que... il dit, mais pas du tout. Et il m'a expliqué qu'il y avait la réserve citoyenne, réserve opérationnelle. Alors j'ai investigué, et à un moment donné, il m'a dit, écoutez, si ça vous intéresse, je m'occupe de vous, et je vous fais rentrer dans la marine. Rêve qui se réalise, puisque en décembre 2006, donc, ayant fait le dossier, je reçois une petite carte de l'amiral en question qui dit « Cher monsieur, virgule, commandant, bienvenue dans la Marine nationale.
je quitte mes fonctions dans quelques semaines, mais je ne manque pas de transmettre à mon successeur votre dossier, qui était donc l'amiral Lajousse, qui est actuellement le patron de l'ensemble des ressources humaines de la marine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que vous ressentez, puisque vous arrivez au fond. C'est possible. Alors, c'est possible parce que je l'ai voulu. Bien sûr, vous avez tout mis en œuvre pour. Mais alors, la première fois que vous êtes monté, alors c'était la Jeanne ou pas? Oui, alors bien sûr, donc ça c'était en décembre 2006, c'est ça. Et donc là, je me dis, il faut actionner. Donc mon rêve, je dis, il faut monter à bord de la Jeanne. Il faut aller sur la Jeanne. Et par un cousin que je ne connaissais pas, que j'avais retrouvé, je lui dis, voilà, écoute, je viens d'intégrer, je rêve d'aller sur la Jeanne. Il m'a dit, c'est pas un problème. J'ai dit, comment ça, c'est pas un problème? Il dit, non, je connais très bien le Pacha. Et on a fait tout un document de motivation où j'ai expliqué pourquoi, etc. Et j'ai embarqué sur la Jeanne d'Arc en février, de mémoire février ou mars 2007, dans le port de Singapour, pour faire la traversée de Singapour jusqu'à la baie d'Along. Et je rentre donc dans le carré du commandant de la Jeanne. Le carré du commandant de la Jeanne, je crois que c'est un appartement de 70 mètres carrés, c'est très impressionnant, il est tout en blanc. Et donc je lui dis, commandant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'instant où nous sommes, vous êtes en train de faire en sorte que un rêve d'enfant se réalise. C'est un petit garçon de 10 ans qui est devant vous. Et on était tous les deux très émus, parce que c'est beau. Il m'a dit, écoutez, bienvenue à bord, vous êtes chez vous, on se verra tous les jours, vous pouvez aller où vous voulez, je vous expliquerai comment ça marche. Voilà. Et je raconte en disant aux gens qui me regardent, je dis, faites pareil. Ah non, mais moi, c'est compliqué, je ne peux pas. Mais je dis, mais si, faites pareil. Poussez au bout votre rêve, allez-y, faites-le. C'est possible. Félicitations, parce que c'est sûr que ça doit donner des idées à tout le monde et ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Le petit garçon que vous étiez, il avait d'autres... on va peut-être raconter déjà dans quel genre de famille vous avez grandi, hein? Famille parisienne, plutôt bourgeoise. Oui, je dirais même que souvent je me dis quelle chance quand on y pense et quel devoir on a aussi, je dirais, pour les autres. Parce qu'au fond, voilà, moi je suis né dans une famille aimante, avec des grands-parents, des parents. Une grand-mère qui a beaucoup compté dans la transmission de la foi, notamment. Une grand-mère maternelle, oui, je me souviens très bien, les semaines saintes, on étions tous ces petits-enfants et elle nous lisait les récits des offices avant l'office. Parce qu'il ne fallait pas aller à l'office sans avoir la lecture avant. Inutile de vous dire que c'était plus ou moins, par moments on se disait quand même c'était un peu gonflant. Un peu redondant, redondant. Mais cette idée aussi, voilà, ce côté très paisible, ce côté maternel, et puis ce côté des cousins qu'on voyait. Moi j'étais un peu le petit cousin, et c'est là aussi on faisait beaucoup de bateaux, vous voyez. Et donc à l'époque c'est là où, voilà, ce départ, ce rêve, cette aventure. Hein. Enfance heureuse? Oui, enfance heureuse, oui, bien sûr, oui, beaucoup de chance. À faire des petites maquettes de bateaux, j'imagine. Des petites maquettes de bateaux, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Il y a des personnages comme ça d'enfance qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Je crois que beaucoup de gens se reconnaissent quand on parle de Tintin. À la limite, je vais dire, qui n'a-t-il pas accompagné? Mais vous particulièrement. Alors je dis ça parce que Guylain Lafont est venu chez nous avec une fusée. Alors, on s'est demandé si on arriverait à la faire rentrer dans le studio. Mais oui, c'était possible, parce qu'elle est toute petite, cette fusée. Et alors, on va tous la reconnaître, parce que franchement, il n'y en a qu'une. De fusée comme ça peut être que celle de Tintin. C'est Objectif Lune, quoi. On a marché sur la Lune. C'est quoi? Ça symbolise ce fameux rêve pour vous, ou ça symbolise encore autre chose, cette fusée? Ça symbolise le départ, au fond. C'est l'aventure. C'est l'aventure, c'est l'aventure aussi préparée. Moi, chez Tintin, ce qui m'a toujours beaucoup touché, c'est Tintin, ça n'a jamais été l'aventure non calculée. Tout était bien préparé, bien organisé. C'est le reporter, c'est un journaliste, Tintin. Hein, oui, donc, tout à fait. On ne va pas en reportage comme ça. Tout est bon. Et ça, pour moi, c'est aussi de la folie. C'est-à-dire cette capacité de faire des choses impossibles. Et là, plus vous demandez aux gens, plus vous entraînez les gens, plus vous faites des choses folles, plus les gens vous suivent. Et aujourd'hui, je crois qu'on est triste, d'ailleurs notre société est triste, parce qu'on ne se dépasse plus. Ça, Objectif Lune, on voit bien, c'est une épopée. C'est fou à vous humaine. Bon, et donc c'est tout ça, hein, c'est cette capacité de prendre le large aussi, de s'évader, et de faire des choses dont on pense qu'on ne sera pas possible, ça ne sera pas possible de les faire. Alors ça veut dire quoi? Elle est où cette fusée en temps normal? Elle est sur mon bureau. Ah oui, donc elle est quand même... Ah ouais. À vue, ça veut dire que voilà, dès que quelque chose semble un peu impossible, un petit coup d'œil à la fusée et hop, ça repart, comme dirait l'autre. Et puis de dire c'est possible au fond. Et moi j'ai toujours dit à nos enfants, faites, c'est bien, c'est formidable, allez-y. Alors quelquefois, voilà, même comme père de famille, vous voyez,
on oublie, on devrait dire, on devrait plus encore encourager. On n'encourage pas assez. On est encore trop latin. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit des anglo-saxons. Il faut dire oui, c'est-à-dire vas-y, c'est possible, monte dans la fusée. Monte dans la fusée et va au bout de ton rêve. Plutôt que, non, tu montes encore dans ta fusée, tu vas te casser la figure, mais non, c'est très compliqué, mais ça va coûter très cher. C'est comme ça que vous avez élevé vos enfants? J'ai essayé, dans la confiance. Toujours, ce fameux mot qui revient. Dans la confiance. Et puis on a fait des erreurs, parce que autant d'enfants, autant de personnalités, vous ne pouvez pas faire un copier-coller avec tous les enfants, c'est pas vrai. Puis entre les filles et les garçons, c'est quand même très différent. Hein? Alors, je parlais de cet enfant, 4 garçons, 3 filles, hein, dans l'ordre. Au départ, on s'est attaché aux garçons, après on s'est plutôt attaché aux filles. On va peut-être parler un tout petit moment du petit premier, parce que c'est un petit peu spécial, Aymeric. Oui, Aymeric. Donc Aymeric est né en décembre 76. Non, pardon, il est né en août 76 et il est décédé le jour de Noël 76 de la mort subite du nourrisson. Voilà. Mystère. Drame. Vous étiez un jeune couple, parce que si vous étiez fiancé à 18 ans... Oui, on s'est marié à 22 ans et on s'est marié en 75 et il est né en août 76. Donc il est mort à 4 mois et demi, un bébé en pleine forme, voilà, donc ce drame de la mort subite. J'allais dire surtout le premier, même si vraiment chaque enfant voilà, compte. donc il y a tout. Ma femme me disait, je comprends qu'on s'arrache les cheveux, hein, au sens physique du terme, s'arracher les cheveux. Et puis voilà, cet enfant, au fond, voilà, il nous porte. Hein, il nous porte depuis 35 ans, puisqu'il aurait 35 ans. Aujourd'hui, il a 35 ans. Et nous avons élevé tous nos autres enfants dans la prière du soir, par exemple. On a toujours démarré à la fin, vous savez, on fait la prière, et puis après, il y avait toujours la litanie des saints. Des enfants, des saints patrons, des enfants qui sont là. Oui. Et ça commençait toujours par Aymeric, prie pour nous. Voilà. Donc, et les enfants ont toujours été très, très pudiques, puisqu'il était bébé, donc il n'a pas grandi, ce n'était pas un petit homme. Bon. Mais il a fait partie de notre famille, voilà. Et donc il nous protège. Maintenant, à vue humaine, oui, vous voyez par exemple nos enfants, nos garçons qui ont des enfants maintenant. Et donc nous avons des petits-enfants. Et beaucoup de pudeur entre nous, mais je suis persuadé que la naissance de leur premier enfant, ils ne peuvent pas ne pas penser à leur petit frère et à ce que ça représentait pour nous. Mais nous l'avons transcendé en disant, repris le jour de Noël et enterré le jour des Saints Innocents, notre vie a basculé, mais elle n'a pas basculé dans le noir et dans la torpeur, mais dans la confiance, là encore. Même si par moments, oui, je me pose des questions. Je dis pourquoi, est-ce qu'on aurait dû mieux le tourner, est-ce qu'on aurait dû mieux le surveiller? Bon, à quoi ça sert? Vous voyez? Donc, voilà, c'est ainsi. Qui vous a aidé à ce moment-là? Enfin, on n'est pas tout seul, on essaie de s'entourer soit d'un prêtre, soit d'une communauté religieuse, soit... Alors le prêtre qui nous a mariés était là pour son enterrement, donc ça a été très fort pour nous. Nos parents, bien sûr. Et puis je dirais nous-mêmes en ménage, c'est-à-dire tous les deux au fond. Moi j'ai une femme qui est une vraie sainte, hein, donc je pense que ça m'a fait soutenir. Oui, je ne suis pas sûr, si elle n'a pas été là, d'avoir tenu le coup, enfin, c'est sûr. Et qu'est-ce que vous avez trouvé au foyer de charité? Je sais que vous êtes passé par les foyers de charité. Oui, on a fait une retraite à Châteauneuf-de-Galorge, je crois que c'était l'année d'après, je crois. Donc les foyers de charité, hein, c'est Marthe Robin, voilà. Ceux qui ne connaissent pas exactement, c'est vraiment né de l'intuition de Marthe Robin. Oui, et puis c'est le silence, c'est 5 jours de silence, 5 jours de silence, 5 jours d'intériorisation. C'est difficile hein, de dire comment est-ce qu'on a tenu. Je pense qu'on a tenu parce qu'on a eu la foi, et puis on est passé par des moments difficiles, et puis après on a eu quand même cette grâce d'avoir 6 autres enfants qui aujourd'hui sont en bonne forme, qui nous donnent des petits-enfants. Donc on est comblés, Et puis quelquefois, oui, c'est vrai, c'est mystérieux. Mais je le prie souvent, vous voyez, très souvent. Je sais qu'il est là. Vous disiez une phrase qui a aussi son importance, il y a 1 minute, c'est « Ma femme est une sainte ». Oui, ça je le pense. Non, mais c'est une phrase très forte. Si elle regarde l'émission, je pense que ça va être... je ne sais pas si vous lui avez dit déjà tel quel ou voilà. Je voulais qu'on aborde un aspect, parce que bon, voilà, vous avez une femme, elle a élevé les enfants. Elle a travaillé, votre femme? Non, elle a travaillé au début de notre mariage comme secrétaire assistante. Puis après, elle a élevé les enfants. Oui, elle a élevé les enfants. Oui, voilà. Et ça, pour vous, c'était important qu'elle puisse prendre le temps d'élever les enfants, parce qu'aujourd'hui, on voit, et moi je suis la première concernée pour être tout à fait honnête, mais j'imagine que dans tous les gens qui nous écoutent et les femmes qui nous écoutent, c'est un peu pareil. On n'a peut-être pas toutes 7 enfants, et puis après 6, mais on est toutes comme ça, à vouloir élever nos enfants le mieux possible, tant qu'à faire, à vouloir travailler aussi. Tout le monde n'a
pas forcément envie de s'arrêter à vouloir travailler. Et c'est une question aussi. J'imagine que vous, en tant que chef de famille, c'est une question que vous avez travaillé, peut-être approfondie aussi. Alors c'est vrai que moi j'ai été élevé dans des familles où c'est vrai que les mères de famille ne travaillaient pas, elles élevaient leurs enfants. Bon. Ça, c'est des familles un peu, pardon de le dire comme ça, mais un peu privilégiées. Moi, dans ma famille, on n'a jamais connu ça. Hein. C'était juste pas possible. Voilà, un peu privilégiées, où les femmes pouvaient se permettre de ne pas... Voilà. Puis c'était un peu la manière de faire. Voilà. Donc moi, ma femme, c'est vrai qu'elle est restée à la maison obligée. Enfin, 6 enfants, c'est une troupe. Hein. Oui. Donc difficile de sous-traiter, etc. Ça, je pense que principe de réalité. Et puis surtout, elle a été là. Enfin, elle a été là. Donc elle a été là pour s'occuper des enfants, pour être présente. Je crois qu'il n'y a pas un soir où elle n'était pas là pour que les enfants rentrent de classe. Mais ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas pour que les femmes travaillent alors, si vous me poussez puissent s'épanouir dans une carrière professionnelle, Guylain Lafont? Alors là-dessus, moi j'ai un point de vue assez fort, c'est que je suis un peu exaspéré par la dictature de la règle pour tout le monde. Aujourd'hui, il faut qu'une femme absolument travaille, globalement. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes, il y a des femmes qui sont obligées de travailler pour vivre. Ça, je respecte ça infiniment. Exemple, les caissières dans les hypermarchés qui en plus font des nocturnes, qui reprennent le RER tard le soir, je trouve ça héroïque. Bon, il y a des femmes qui travaillent pour leur épanouissement, parce que c'est difficile pour elles de rester chez elles. D'autres vous disent « je ne me supporte pas chez moi, c'est épouvantable, il faut que je sorte de chez moi ». Oui, sans aller jusque-là. Non, mais on entend ça, donc ça je respecte. Mais je trouve que nous manquons de liberté dans notre pays. Si une femme veut rester chez elle pour s'occuper de ses enfants, parce qu'elle estime que c'est sa propre stabilité, la stabilité de son ménage, la stabilité de l'éducation de ses enfants, aujourd'hui, si elle a besoin de ça pour travailler, elle ne peut pas. Donc je milite pour un salaire de la mère de famille au foyer. Si vous mettez bout à bout le coût de la crèche, le coût de la garderie, les aides directes et indirectes, tout ce qui va dans le système pour financer les garderies sur le plan, tout ça mis bout à bout, il y a une partie de cet argent qu'on pourrait redonner dans le système, et derrière, vous aurez des femmes qui sont épanouies, etc. Aujourd'hui, les femmes sont globalement épuisées. Alors, elles sont épuisées soit physiologiquement, parce que physiquement c'est très fatigant, soit nerveusement, ce qui est très mauvais pour leur ménage et très mauvais pour leur famille. Et je pense qu'en plus, le taux de divorce baisserait. Ça sent un peu l'engagement politique, ça, non? Ça, vous n'avez pas envie d'arriver de me présenter à la présidence de la République? Non. Il y a beaucoup de candidats. Peut-être à la prochaine, alors, parce qu'ils sont déjà très nombreux. Non, je dis ça en souriant. Mais oui, je pense que c'est une vraie question. Non, mais ça veut dire que vous êtes, vous, tenté aujourd'hui, à l'âge que vous avez, c'est-à-dire 63 ans. 58 ans. Pardon? 58 ans. Ah, c'est pas 63? Non, c'est 58. Sûr, hein? Oui. Mais vous êtes tenté par un engagement politique? Oui. Pas engagement politique politicien, engagement politique de réflexion sur les vrais sujets de société, dans le cadre vraiment du parler vrai, là aussi. Ah, parce qu'on apprend d'un seul coup, c'est étonnant que les politiciens ne réfléchissent pas vraiment et ne parlent pas vraiment. Je pense que là aussi, il faut être peut-être plus rond. Hein, je ne dirais pas ça, sauf qu'ils ont trop tendance à faire des effets d'annonce et des effets de manche, et à ne pas régler un certain nombre de problèmes dont ils savent qu'il faut les régler, mais ils pensent peut-être, et à tort, qu'électoralement, ça ne leur apporterait rien. Je pense que si une des candidats ou une des candidates à la présidence de la République osait aujourd'hui parler de cette question de la femme au foyer, de l'épuisement de la femme et des difficultés que nous pourrions éviter, je pense que c'est un vrai sujet. Il y a une femme sur 2 qui vote en France. Et vous savez qu'il y a sur ce plateau, il y a vous, il y a moi, et puis il y a une femme de plus. Si je regarde par là, elle n'est pas très grande. Ah oui, hein. oui. Il se dit de quoi elle parle. C'est Mimi Cracra. C'est Mimi Cracra. Ben oui, c'est un personnage Bayard, ça, Mimi Cracra. C'est un personnage Bayard. Je connais, moi, Mimi Cracra. Oui, bien sûr. Il y a une chanson, Mimi Cracra, l'eau, elle aime ça. L'eau, moi, j'adore ça, ça dégringole et je rigole. C'est ça, hein? Oui, j'ai regardé ça quand j'étais petite. Eh ben, Mimi Cracra, voilà, c'est une de mes... Elle est sur mon bureau et c'est quelqu'un qui me l'a donnée quand j'ai été nommé DRH du groupe Bayard Presse. Je n'étais pas du tout formé à les négocier, bien que la patte humaine, ça me passionne. Et il m'a dit, voilà, elle te sera peut-être utile. Donc Mimi Cracra, de temps en temps, je la sortais et je l'ai toujours à côté de mon bureau et je la mettais au milieu de mon bureau. Et quand quelqu'un, soit un candidat, soit lorsque j'avais un conflit à régler, parce que quand vous êtes DRH, vous réglez des conflits, conflits collectifs, conflits individuels, et que j'avais un doute et que je trouvais que la personne en face de moi était sympathique et qu'elle pouvait recevoir quelque chose. Mais ça veut dire quoi? Vous aviez un doute sur quoi? Un doute sur ce qu'elle me disait, la véracité de ses propos. La véracité de ses propos.
Quelqu'un qui vous dit, par exemple, bon, oui, alors voilà, j'ai négocié mon départ, mais j'ai des missions, je m'occupe beaucoup de choses, etc. Et qu'en fait, vous voyez qu'il est très malheureux et qu'en fait, il ne va pas bien, et que vous essayez de le délasser, surtout en entretien de recrutement. Je mettais Mimi Cracra sur ma table et je lui disais, alors Mimi Cracra, qu'est-ce que tu pourrais dire au monsieur ? Qu'est-ce que tu penses que... Tu crois que c'est quoi le problème ? Bon, et là, souvent, c'est très étrange, parce qu'évidemment, vous êtes dans un entretien avec le DRH du groupe Bayard Presse. Je vous imagine, dans votre bureau, cravaté, la veste, hyper sérieux, entretien de recrutement, le candidat en face qui a juste un petit peu peur qu'on ne le choisit pas. Oui. Et d'un seul coup, le monsieur très sérieux avec la cravate, il vous sort Mimi Cracra. Il pose là, voilà, et on fait un pas de côté. Voilà, et ça marchait à tous les coups. C'est-à-dire que la personne soit pouffe de rire, soit se lâche et revient elle-même. C'est-à-dire qu'elle parle à Mimi Cracra en disant « oui, j'ai peut-être un peu exagéré certains aspects ». Oui, ou je vais reformuler, etc. Et c'était un clin d'œil pour donner un peu de ce côté un peu déstabilisant positif. Oui. Hein, en disant « bon, allez, ok, allez, on va se dire les trucs ». Bon. Et comme moi, j'ai été au chômage, je sais ce que c'était que le chômage. C'est-à-dire comme père de jeunes enfants, aller le matin les accompagner à l'école, aller ouvrir la boîte aux lettres pour savoir si on me répondait. Et quand je vois quelqu'un au chômage, je le diagnostique au bout de 2 minutes. Surtout que s'il me manque, il a des missions, etc. Non. Donc à chaque fois, je dis alors Mimi Cracra, ça on pense. Voilà, c'est des clins d'œil. Et elle ne me quitte pas, elle est toujours sur mon bureau et tous mes chers collègues savent que Mimi Cracra, elle veille. On vient de prendre en direct un cours de gestion des ressources humaines. Non mais c'est intéressant parce qu'on est sur le thème de... C'est du décalage en fait. C'est du décalage, voilà. Ouais. Et on est sur le thème de la vérité qui peut être le programme de toute une vie. Hein. Voilà. Si vous prenez vos Bibles, Saint Jean, chapitre 8, verset 32, vous aurez... La vérité vous rendra libre. Amen. Et ça, c'est important dans votre vie, ce petit bout de phrase qui a une puissance hallucinante. Ouais, je pense que c'est fondamental. Je pense que c'est dur. Je pense que soi-même, quand on se le dit, on dit « ouais, mais de quel droit est-ce que je dis ça, puisque je suis tordu, mal foutu, pauvre pécheur, etc. » C'est pas vous qui le dites. Non, mais quand on dit la vérité et quand on a un acte de vérité, je pense qu'on rend libre aussi la personne qui est en face de vous. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois dans la vie professionnelle de penser des choses que j'aurais dû dire et que par lâcheté, je n'ai pas dites. Eh bien, c'est pas bien. Parce que, alors bien sûr, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il ne s'agit pas de dire tout, n'importe quoi, blesser les gens. Et surtout n'importe comment. N'importe comment. Et j'ai fait des erreurs là-dessus. Hein. Tout le monde fait des erreurs. De jeunesse, de comportement, de posture. Mais la vérité rend libre, et la vérité rend libre l'autre. Une façon de le dire avec à la fois du cœur, de la bienveillance, mais de dire. Et quand vous ne le dites pas, ben, vous loupez quelque chose. La vie est trop courte, même par rapport à ses propres enfants. Dire la vérité à ses propres enfants, c'est aussi les rendre libres. Sinon, c'est les trahir. Et ça, c'est grave. Vous avez d'autres phrases comme ça qui vous conduisent dans la vie, qui vous tiennent à cœur, que ce soit une devise, oui. Des paroles comme ça que vous avez retenues? Oui, j'en ai une, c'est « Ne pas subir » du maréchal de Lattre de Tassini. Ne pas subir, voilà. C'est tout un programme aussi, parce que ça rejoint finalement la vérité vous rendra libre. Mais oui, le jour où je subis, alors quoi, je me couche, non, ne pas subir. Ne pas subir, c'est aussi choisir ce qui va faire notre vie. J'aime pas trop le mot destin, mais, c'est choisir comment on construit sa vie, ne pas laisser les autres la construire à votre place. Bien sûr. Je crois que c'est le maréchal Lyotet aussi de mémoire, c'est la joie de l'âme est dans l'action. La joie de l'âme est dans l'action. C'est-à-dire que, en fait, on est fait pour agir. On n'est pas fait pour attendre, on n'est pas fait pour subir, on est fait pour agir, on est fait pour faire. Moi, il y a 10 ans, personne ne m'a demandé de faire les entretiens de Valpré avec l'équipe de Valpré et les assomptionnistes. Mais on a fait ensemble. Et aujourd'hui, les beaux témoignages que je reçois, par exemple d'un père assomptionniste qui me dit « c'est formidable, je me souviens, il y a 10 ans, on a démarré ensemble ». Ce père assomptionniste, on est dit « tiens, c'est vous, père, vous allez téléphoner au cardinal Barbarin », parce que nous, on ne le connaissait pas. Bon, il me dit, je me souviens du téléphone que j'ai passé, j'ai été chargé de l'appeler. Et 10 ans plus tard, ben voilà, on a fait ensemble, on n'a pas subi, et pourtant, il y avait tout pour que ça ne marche pas. Grosso modo, ça pouvait se casser la figure. Bon, ça, c'est beau. Et c'est ça qui me fait vivre et qui me fait tenir debout. Alors, ne pas subir, la joie de l'âme est dans l'action. Non, mais ça m'intéresse. Il y en a d'autres, des petites phrases comme ça qu'on peut grappiller, qu'on peut prendre. Si d'autres me viennent en esprit, je vous le dirai d'ici la fin de l'émission. C'est toujours des références militaires ou Oui, principalement, oui. Oui, ou militaire, ou même, je dirais, de règles de vie, quoi.
Voilà. Alors, quand je vous écoute parler, ne pas subir, la joie de l'âme est dans l'action, la vérité vous rendra libre, ça évoque un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, je sais que je ne suis pas la seule et que vous aussi. Oui. C'est peut-être qu'il nous regarde, ce grand monsieur, c'est Élie de Saint-Marc. Oui. Et si vous n'avez jamais lu du Élie de Saint-Marc, mais allez dévaliser la librairie à côté de chez vous, franchement faites-le parce que c'est des leçons d'humanité. Vous parliez de pâte humaine tout à l'heure, j'aime bien ce mot. Autant ressources humaines, j'ai un peu du mal, autant pâte humaine, j'aime bien. Il faudrait dire DPH, directeur de la pâte humaine, il faudrait dire à la place de DRH. Mais bon, Élie de Saint-Marc, toujours est-il, c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration aussi. Ah oui, oui, oui. Élie de Saint-Marc, l'histoire a démarré chez Bayard Presse. Il y avait une dirigeante qui s'appelait Mijo Beccaria. Mijo Beccaria et Yves Beccaria. Yves Beccaria m'a recruté avec Bernard Porte, donc en 1992. Et un jour, Mijo Beccaria m'a offert un livre. Et ce livre était donc de Élie de Saint-Marc. Et c'est en fait son oncle. Voilà, ils sont de la même famille. Voilà. Je ne savais pas s'il fallait que je le dise. Et je me souviens très très bien, elle m'a donné ce bouquin, elle me dit tiens, toi ça va te plaire. Bon, et j'ai lu ce livre, et j'ai lu tous les livres d'Élie de Saint-Marc. Mais quand je dis je les ai lus, je les ai bu. Oui, c'est mâché, digéré, mâchouillé, oui, c'est ça. Mastiqué. Mastiqué, Je les ai mastiqués. Et j'ai eu la chance de le rencontrer personnellement, puisque je lui avais demandé d'intervenir aux entretiens de Valpré. Mais c'était déjà un vieux monsieur, déjà. Oui, oui, c'était en 2006, donc c'était il y a 4 ans. Il doit avoir 90 ans, donc il avait 85 ans. Malheureusement, il n'a pas pu venir, mais il a accepté d'être enregistré. Donc on l'a enregistré. Il a donné un témoignage formidable. Et je lui avais dit, vous ne pouvez pas venir, mais je viendrai vous raconter ce qui s'est dit aux entretiens de Valpré. Et donc j'ai été le voir dans sa maison de la Drôme. J'étais un tout petit garçon, je peux vous dire. J'étais vraiment, je tremblais avec ma petite voiture, là. Et je suis rentré dans cette maison où sa femme est arrivée, très discrète. Elle m'a introduit dans un salon. Il est arrivé. Là, vraiment, j'ai eu une très, très grande émotion. Puis j'ai vu un monsieur avec ses yeux bleus. C'est les yeux de Jean-Paul II. C'est-à-dire 2 rayons laser, vous savez, bzzz. Et il m'a scannérisé. Et il s'est assis. Et sa première question a été de me dire, vous n'avez pas été embêté de m'avoir invité. N'a pas eu de conséquences. Je dis, pourquoi est-ce que j'aurais été embêté de vous inviter? Ah, mais non, mais avec mon passé, vous savez. Je lui dis, non, pas du tout. C'était formidable, j'étais ravi. Bon. Et je lui ai raconté ces entretiens. Alors, son passé, il faut peut-être juste repréciser un petit peu pour les gens qui ne connaîtraient pas Élie de Saint-Marc. Son passé, c'est qu'il a eu maille à partir. Bon, il a fait l'Indochine déjà. Oui. Il l'a plutôt mal vécu, évidemment. Et quand il y a eu l'Algérie... Voilà. Et ben, il a été en dissidence. Voilà. Et donc, il a eu le courage. Il a eu le courage de dire qu'il ne marchait pas. Et donc, il a rompu. Et comme officier supérieur, c'était quand même... C'était très grave. C'était très grave. Sûr, il en a fait de la prison, d'ailleurs. Il en a fait de la prison, il en a été libéré. Et pour moi, si vous voulez, c'est un exemple. C'est l'exemple de la vérité, quoi. Il a été en camp de concentration. Enfin, c'est toute une vie. Et tous ces livres, en fait, retracent toute cette synthèse-là. Alors, on peut peut-être en lire un petit extrait d'une lettre assez célèbre. On ne va pas lire toute la lettre parce que malheureusement, elle est un peu longue, mais vous pourrez... C'est la fin. Voilà, très facilement la trouver en librairie ou sur Internet. C'est lettre à un jeune, je crois. Ouais. J'y vais? Ah ben, on y va. Alors, enfin, je lui dirai que de toutes les vertus, la plus importante, parce qu'elle est la motrice de toutes les autres et qu'elle est nécessaire à l'exercice des autres, de toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage, les courages, et surtout celui dont on ne parle pas et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, ces courages, c'est peut-être cela l'honneur de vivre. Ça fait des frissons, moi, quand on entend. Enfin, je connais le début de la lettre aussi, mais... C'est beau. L'honneur de vivre, ça vous inspire quoi, vous qui êtes à mi-parcours L'honneur de vivre, c'est au soir de sa vie, je dirais avant le grand passage, c'est de se dire, est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Alors, on n'est jamais à la hauteur, mais c'est ça. Et est-ce que j'ai été capable, voilà. Est-ce que j'aurais été capable de... Est-ce que ce pourquoi je suis placé là, est-ce que j'ai fait le job, comme on dirait maintenant? Bon, voilà. Et moi, je me dis, il me reste un peu de temps, j'espère que, voilà, le temps qui va me rester, j'ai encore envie de faire plein de choses. Quoi? Quand je dis plein de choses, j'en sais encore rien. Mais de continuer à rêver. Il y a encore un rêve précis pour le coup. Faire grandir les entretiens de Valpré, on a bien compris. Repartir sur un bateau, on a bien compris. Oui. Voir grandir ses enfants, ses petits-enfants. Mais est-ce qu'il y a encore un grand rêve que vous avez comme ça?
Alors, c'est un rêve, mais il y a beaucoup de monde long, donc ça vous fera sourire. Mais c'est pas grave. Moi, je rêve, par exemple, je trouve que le théâtre des Champs-Élysées, c'est magnifique. C'est le théâtre par excellence. Donc, je rêve de diriger les Noces de Figaro au théâtre des Champs-Élysées. Oui, carrément. Les Noces de Figaro. Ouais, les Noces de Figaro. Pas autre chose. Non, pas autre chose. D'accord. Non, mais c'est bien. D'abord, je commencerai par les Noces de Figaro. Oui. Vous voyez, avant une grande carrière de chef d'orchestre. C'est un rêve complètement fou, complètement... Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée-là? C'est vrai que c'est peut-être pas le rêve de tout le monde, mais de diriger un orchestre, alors spécifiquement vous les Noces de Figaro, qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée? Eh bien, c'est toujours pareil, je crois, pour moi. C'est le côté mystérieux et le côté magique de gérer des gens, c'est-à-dire le chef d'orchestre, c'est l'équipe. Et puis, cette baguette qui se lève et la musique qui part, enfin, c'est Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, à l'Opéra de Paris. Enfin, c'est Berlioz, enfin, c'est extraordinaire. Bon. Et c'est ce côté aussi d'entraîner les autres, et puis c'est la beauté. C'est la beauté et c'est le dépassement. Est-ce que je vais être cap? Et pourquoi je ne serais pas cap? Et d'ailleurs, je dis toujours aux gens, pourquoi vous ne seriez pas cap? Aux entretiens de Valpré, on a une jeune journaliste qui a 30 ans, voilà. Eh ben, elle va animer un débat. Je me souviens très bien, à une réunion de comité de pilotage, j'ai dit, voilà, j'avais prévu mon coup, j'ai dit, ben voilà, c'est Diane qui va animer. Alors Diane, c'était animé, un entretien avec alors que c'est une journaliste de presse écrite économique. 30 ans, Diane Dupré-Latour, que nous saluons au passage. Voilà, et ben c'est super, ça c'est chouette. Donc, c'est aider les gens à se réaliser eux-mêmes et à les tirer plus haut que là où eux-mêmes ne se sont imaginés, enfin envisagés. Oui, alors ça j'ai vérifié ça souvent, quelquefois il y a des erreurs, quelquefois ça ne marche pas. Mais plus vous demandez à quelqu'un de se dépasser, plus vous lui faites confiance dans l'exigence, parce que quelquefois tout le monde n'est pas capable de recevoir la confiance non plus. Il y a des gens qui en profitent. C'est-à-dire qu'ils se disent, oh là là, il va essayer de me... Bon. Donc ça, il faut faire attention. D'où le job du patron, très difficile, c'est de choisir les personnes sur lesquelles il va donner sa délégation. Ça, c'est la chose la plus difficile qui soit. Savoir constituer une équipe, en fait. Constituer une équipe, faire confiance, et puis de temps en temps dire, là ça va, bravo, super, ou là ça va pas. Bon. Mais pousser les gens à se dépasser. Alors je reviens sur l'honneur de vivre. C'est, si j'ai des talents d'animateur, de responsable, de patron, de ce que vous voulez, je n'ai pas le droit de les laisser ne pas fructifier. C'est aussi ça, je suis attendu là. Et puis si j'aime ça, parce que si j'y ai du plaisir, ben, je vois pourquoi est-ce que je m'interdirais ce plaisir. Qu'est-ce que vous aimeriez, la question va être très grave, Guylain Lafont, donc il faut s'y préparer. Qu'est-ce que vous aimeriez voir gravé sur votre tombe qui résumerait assez bien votre vie? La question est grave, je vous ai prévenu. Elle n'est pas grave, elle est importante, elle est vous savez que c'est un travail, ça, que demandent souvent, que ce soit les coachs qui... voilà, quand on veut envisager sa vie, on se dit qu'est-ce que j'aimerais voir gravé sur ma tombe qui résumerait bien ma vie. Et finalement, après, dans le reste de vie qu'on a encore à vivre, faire en sorte d'arriver à ce summum. J'ai rien comme ça de transcendant. C'est clair ce que je raconte? Oui, c'est très clair. Oui, je comprends. Pas sûr. Non, c'est très bien. Non, j'ai pas de choses extraordinaires. Je dirais juste, j'ai envie de dire, voilà, c'est banal, mais c'est prier pour moi parce que finalement, ma vie, je l'aurais bâtie, je l'aurais menée, mais il y aura eu des zones d'ombre, il y aura eu des zones de misère, il y aura eu des zones de petitesse, des zones d'insuffisance, il y aura eu des belles choses. Et donc j'aurais envie de dire, priez pour moi comme je prierai pour vous. Voilà, parce que c'est pas si simple. Donc je ne sais pas mettre quoi d'autre, quoi. Ça vous fait peur la mort? Écoutez, comme la vôtre, hein? Non, d'abord j'aimerais pas mourir trop vite tout de suite parce que je trouve que laisser une femme encore un peu jeune, qui a 58 ans, avec 2 filles encore à charge, je trouverais que c'est un peu jeune. Je trouverais que j'aurais pas été au bout de mes rêves ou au bout de mes réalisations. Maintenant, si je suis chrétien, si je suis catholique, si je suis engagé, je ne dois pas avoir peur. Oui, mais la réalité des choses. Ah ben oui, mais Dieu seul le sait. Non, là je serais, comment dire, je me laisserais faire. Là où j'ai peur, c'est peut-être d'une mort difficile, de beaucoup souffrir. Bon, voilà, on dit souvent, il vaut mieux mourir à arrêt cardiaque, à 58 ans, on meurt. Ah bon, c'est mieux, comme ça au moins, il n'aura pas connu la misère de la vieillesse. Bon. Moi, ma seule question, c'est je veux être prêt avant de mourir. C'est-à-dire que je veux vraiment... comment dire, faire le grand lavage de la confession pour dire arriver là-haut à peu près en bon état. Voilà. Est-ce que durant cette émission qui est en train de se terminer tout doucement, il y a des grands messages qu'on n'a pas encore pu faire passer parce que la journaliste, elle n'a pas posé les bonnes questions? Enfin voilà, est-ce qu'il y a encore des choses qui traversent votre vie comme ça, des grandes convictions ou des choses que vous auriez envie de nous partager, que vous avez peut-être pu partager déjà avec vos enfants par exemple, et que vous voudriez nous dire encore?
Je ne sais pas, c'est très court ce que vous me demandez sur... Très court, on a 2 minutes devant nous. 2 minutes, c'est considérable, c'est trop long alors. En télé, c'est énorme. C'est énorme. Vous imaginez 52 minutes. Non, vraiment, j'ai envie de dire aux gens, surtout, n'ayez pas peur d'aller au bout de ce que vous voulez. C'est-à-dire, ne vous mettez pas d'interdit. Et faites quelque chose de votre vie, non pas pour vous, votre petit nombril, votre petit business, non, pour les autres. La personne qui veut entreprendre, si son objectif c'est de gagner beaucoup d'argent pour avoir 3 Ferrari et une Rolls, je trouve ça d'une tristesse à mourir. Si avec tout cet argent, elle fait des choses formidables et qu'elle réussit à créer de l'emploi, à financer des familles, je trouve qu'elle aura réussi une partie de sa vie. Donc être pour les autres quelque chose, et une forme d'exemple. Mais pas l'exemple égoïste en disant regardez comme c'est beau, mais je trouve que l'exemple de la capillarité, c'est-à-dire si moi je fais des choses modestes, insuffisantes, et si quelqu'un me regarde et que je lui dis fais pareil, fais la même chose, moi j'aurais réussi. Voilà, par contagion, diffuser quelque chose de positif. Oui, je crois. De vivant. Et de vivant. Alors, on va rappeler quand même les entretiens de Valpré, parce que ça, c'est l'actu chaude de Guylain Lafont. 4 octobre 2011. Alors, il y a un site internet sur lequel on peut s'inscrire, entretiendevalpré.org. Entretiendevalpré.org, tout attaché. Vous mettez les 3 W avant, évidemment. Voilà, en minuscule. C'est un site très bien fait, d'ailleurs, je signale. Voilà, et puis alors vous verrez qu'il y a 2 chefs d'orchestre invités. Voilà. C'est pas un hasard maintenant, on sait pourquoi. Il n'y a pas d'amiral cette année. Non, c'était l'année dernière. Voilà, et il y a tout un tas de gens de tête d'affiche, comme on dit, des gens qui sont moins tête d'affiche, mais tout aussi passionnants. Des débats, il y a surtout, des entretiens. D'abord, si vous voulez, c'est le 10 ans. 10 ans, c'est un anniversaire. Avec les Bernardins. Avec les Bernardins, avec surtout la présence des 2 cardinaux de l'Église catholique en France, c'est-à-dire le cardinal André XXIII à Paris, qui sera Bernardin, et le cardinal Philippe Barbarin. Parce qu'un anniversaire, on ne le fait pas seul, on le fait en famille. Et ça, pour moi, c'est aussi important de montrer l'unicité de l'Église catholique sur un événement comme celui-là, y compris avec KTO. Voilà, et c'est ce monsieur qui est à l'origine de tout ce Barnum, comme il a l'habitude de dire. Merci beaucoup d'être venu partager un petit peu qui vous êtes, ce qui vous fonde, ce qui vous a construit, ce qui continue de vous faire avancer, votre moteur. Merci d'avoir amené sur ce plateau le marin aussi. Et puis, très bon succès aux entretiens de Valpré et bonne continuation à vous. Merci. Merci beaucoup.